Mardi 11 novembre, en ce jour du souvenir, on tricote des pantoufles. Oui, on fait ça ensemble. On fait aussi un tour en Alberta pour voir des dinosaures. On expérimente le minimalisme extrême. Et on avait hâte d'arriver là. Éric Bruno nous dévoile enfin tout sur le crash. D'avant le crash, bienvenue, on va se le dire. C'est beau. Plein d'imagination, ça, Éric Bruno. Bon, Mesdames et messieurs, comment ça va? Ben non, on va bien, mais toi, comment vas-tu? C'est un peu grisâtre, hein? Grisailleux, grisâtre. C'est gris, il n'y a pas de lumière, c'est plat. C'est novembre. Hein? C'est novembre, c'est frette. Non, Pascal? Les cadeaux de Noël sont-ils achetés? T'as commencé? J'ai commencé. T'as fait des commandes en Pour les ligne. enfants. J'ai écrit au Père Noël, évidemment. Bien sûr, ben oui. Mais oui, j'ai déjà reçu quelques petites demandes. Bien, bien. Fait que, voilà. Pour toi, personnellement, Non, t'as écrit au non, Père nous autres, on Noël? se donne plus de cadeaux. Comment ça marche? Tu te mets un budget? Pour les enfants, un tu budget? parles? Ouais. Oui, on fait ça. Ouais. Pourquoi vous voulez tous savoir ça? Ben, parce qu'on est tous parents, fait qu'on essaie de trouver la meilleure façon de faire. Ben voilà. Dire Là, que vous- c'est de la faute trouvée, c'est de la faute à qui quand on veut justifier à nos enfants pourquoi ils ont Oui, pas- exactement. Mais là, j'ai la chance d'être entourée aujourd'hui, pour changer de sujet, de la journaliste et chroniqueuse de CNews, Karima Brick, qui est de retour. Bonjour. De la comédienne et maintenant autrice, Pascal Monpetit, dont c'est la première visite à l'émission. Et voilà, merci. Du comédien, de l'auteur et maintenant animateur, Éric Bruno. Oui. Oui. Quand même. Oui. Et de l'animateur, comédien et maintenant feu responsable des 50 kilos de poudre volés dans Antigone, Patrice Bélanger. Je suis ce gars-là. Tu es ce gars-là. Eh oui, décédé dans son spa. Désolé, On peut le si dire. Pas à jour. Ben là, c'est passé il y a quelques semaines déjà. Je me demandais pourquoi il parlait vite. Oui. J'ai sniffé 50 kilos. Et voilà. Pour fuir la grisaille, quoi que c'est gris souvent là-bas, mais on va aller faire un petit tour à Paris. Et là, qui dit Paris, dit petit café, dit buvette. Et maintenant, surprise, buffet à volonté. Ben oui, Et vous pour- attendez pas à ça, hein? Non, mais pourquoi? Parce que ces mecs pantagruéliques, tiens, débarquent dans les centres-villes français et c'est la faute à qui? Aux influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont rendu ça cool. Parce qu'il n'y avait pas de buffet à volonté. Non, quand on pense à Paris, on pense évidemment aux bistrots Les petits parisiens, bistrots. les petits cafés cafés ou la terrasses. haute gastronomie. Oui. Et ça, souvent, ça peut être complètement hors de prix. Oui. Et on s'attend pas au buffet. Mais oui, depuis quelques mois, il y a comme un engouement. Mais il faut dire, c'est des buffets, là, c'est vraiment des concepts un petit peu originaux. C'est sûr que c'est des chic, là. chefs. Puis, tu as parlé du côté influenceur. Je pense que c'est d'arriver aussi avec un concept un peu original. Tu sais, c'est pas des plats, là, tu sais, dans les espèces de petits plats réchauffés, Oui. là, que pas des fois, ça. c'est un peu douteux, puis c'est un peu gluant, Oui. tout ça. Oui. Non, non, c'est pas ça. On est quand même dans un concept. Puis je pense que ça correspond à... Tu sais, aujourd'hui, on parle du pouvoir d'achat, que c'est difficile. On va aller au restaurant, on n'a pas toujours les moyens. Puis il y a des gens qui se disent, ben moi, je veux un bon rapport qualité-prix. Je veux sentir le plaisir du banquet, Oui. mais que ce soit bon, que ce soit convivial, puis que je sente que j'en ai quand même pour mon argent. Mais- Et donc, ben, ça se développe. Je suis allée voir l'article Ouais. qu'on nous a fourni pour C'était dans le prendre monde. connaissance de Tout ça. le monde, oui. Et j'ai vu qu'effectivement, le menu est assez relevé. Tu sais, as de la truite à la je sais pas quoi, puis du kebab à la crème crue, etc. C'est pas juste du... C'est pas Des juste petites de la saucisses, salade. là. Oui, c'est c'est ça, ça. pas du là. réchauffé. Mais le prix, quand même, conversion moi aussi. euro-dollar canadien, 90 Oui. pour un repas le soir. Je sais pas, les prix à Paris... en Puis ce un moment, T'amènes buffet. pas l'équipe de soccer. Moi, les buffets, on allait là après un événement sportif. là. Allais-tu au mandarin? Ouais, C'est moi, je veux dire, j'ai grandi avec le... Moi, tu voulais me faire plaisir, les c'était oui, au moi Moi mandarin. aussi, ça. même chose. Puis après, c'est ça, là, une compétition de soccer ou de karaté, Oui. on allait tout au buffet. Sauf que là, comme dit Pascal, là, c'est presque 55 pièces par personne sur l'heure Oui, du midi. 55 pour le midi. Ça, on parle de, je pense, c'est pour ne pas le nommer, là, Envie le chef, et 90 pour le soir. Mais il y a d'autres concepts où ça va être peut-être un petit peu moins cher. Donc, on va quand même... On veut pas un buffet nécessairement juste comme ça. Ça reste quand même une expérience. C'est ça l'idée. Dans Avant de- le crash, j'aurais pu aller là pour C'est un meeting ça. à un moment donné. Il faut toujours que ça ait l'air cher. Je trouve que ça manquait de buffet dans la Oui. Ça manquait de buffet. Maintenant que t'en parles. Mais est-ce que c'est encore le concept où on va se servir, malgré que ce soit des plats moins gluants pour prendre tes propos, mais est-ce qu'on va quand même se servir nous-mêmes à... Oui, il y a quand même... C'est ça. Puis des Parce fois, que moi, t'as- c'est ça. Oui. On dirait qu'avec la pandémie... Oui. Ça a changé beaucoup, je pense. On dirait que j'avais comme pas... vous allez me traiter vraiment de niais et de naïf, mais j'avais comme pas constaté que dans la ligne, quand tu fais quoi l'autre jour? Et tout ça, ça Ah oui, va oui, oui. sur le spare rib. Non, mais ça c'est dépend aussi. Certains buffets, tu vas aller, il y a des petites affaires, puis c'est comme des portions individuelles. Tu peux aller prendre
amène ça. Il y a certains comptoirs où on va faire le service aussi. OK, parfait. Mais tu sais, ça dépend des buffets, hein, plus largement. Là, moi, je ne traite pas nécessairement sur certains buffets là, pour aller souper ou tout ça, mais tu sais, les buffets de déjeuner... Oui. Ah, Moi, je ça. capote là-dessus. Ça, là. Je Oui, moi aussi, suis j'aime une ça. maniaque Surtout en quand tu vacances. trouves la Tu te petite cloche réveilles que le tu lèves, matin, là, là. t'as une montagne de bacon. Je veux Ouais. dire, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est une montagne, tu peux en avoir Je tant que trouve tu veux. qu'on revient un peu en enfance, tu sais, où est-ce que tu vas choisir, Ah, ça, oui. tu vois plein d'affaires, c'est ça, tes papilles, tes yeux s'allument, puis oui, il faut que ça soit bon, sinon le concept, c'est ça, à un moment donné, t'as pas envie, si tu sens que ben, t'en as pas pour ton argent, c'est pas bon, tu fais la file, il y a du monde qui tousse dans le plat, ça peut être, c'est ça. Je dirais pas que ça va être la norme, là. Je pense que Paris, ça va rester, ça reste quand même un endroit, il y a la haute gastronomie, il y a les bistrots. Et je pense que vraiment, le truc, c'est d'arriver avec un concept. C'est t'sais. ça. Puis d'arriver avec quelque chose d'original. T'sais, là, c'est un buffet, mais à un moment donné, je voyais, il y a une boulangerie, pâtisserie. Là, leur concept, eux autres, c'est des flans. Tu sais, des flans. C'est un buffet de toutes flans. les couleurs, toutes sortes de patentes. Puis là, il y a des fils de fou, il y a des vidéos TikTok. Tu sais, comment tu fais mousser Écoute, cette affaire-là? moi, je pense New York, juste que t'en as c'est un concept. Juste du pudding au riz. Ben, c'est ça. Voyons donc. Exclusivement. Moi, je Oui, pense juste à Pascal depuis tantôt. C'est sa première visite, puis elle savait pas qu'elle s'en venait parler d'une montagne de bacon dans son déjeuner. Elle doit se dire, je capote. La Mais question, bien, Est-ce qu'il y a une formule à porter votre vin dans ces endroits-là? Ben en fait, pour celui dont on parle, je pense qu'on commande, on commande les boissons. Et d'ailleurs, ça fait aussi, ça permet là, aux restaurateurs de faire un petit peu plus C'est ça. d'argent sur les marges parce Ah, que... ben, on va y faire un tour à c'est Paris. ça. On va faire un tour à Paris. On va se fait un petit buffet en gang, On pourrait là. se faire ça en gang. On va parler de vieillissement. Tu sais, on pense souvent que plus on vieillit, plus notre acuité intellectuelle décline. Et pourtant, d'après une récente étude qui a été publiée dans la revue Intelligence, ben, notre cerveau serait à son plein potentiel. Et ça, c'est entre 50 et 60 ans. 55, pardon, et 60 ans. Et qui plus est, avec un jugement, une stabilité émotionnelle au Regarde, tu top. tournes vers moi. Regarde ça. Non, regarde non, ça, mais c'est- regarde ça, regarde ça. Mais c'est la bonne nouvelle de notre semaine, ça, Pascal. Oui, j'ai lu l'article fourni par notre recherchiste. Alors, c'est publié au magazine, dans le magazine Slate, qui est un magazine américain qui couvre le business, économique, sciences et culture. Là, Puis le gars qui signe l'article, c'est un maître conférencier en psychologie, mais... comment dire? Lui, il dit que selon certaines... je connais pas ses paramètres puis sa méthodologie pour décréter ça, mais qu'entre 55 et 60 ans, on aurait en moyenne le meilleur fonctionnement mental. Mais il fait pas de différence entre les capacités mentales et les capacités psychologiques. Puis moi, je vois une grosse différence entre ces deux trucs-là. En fait, ce qu'il dit, au fond, c'est qu'en vieillissant, il dit... Pour moi, si je le résume, il dit qu'avec l'expérience, on a plus de jugement, on a plus de conscience, on a plus de stabilité Une meilleure émotionnelle. maturité émotionnelle, jugement plus solide, des décisions plus réfléchies. Oui. C'est peut-être parce qu'on s'en sac. Non, plus on avance, plus on fait « Hey, je fais les trucs pour moi, je vais pas plaire à personne. Moi, je pense que c'est parce qu'on a un plus gros échantillonnage Oui, c'est ça. d'expérience. On a un et que vécu, là, puis on discrimine plus facilement le C'est ça. tac. Fait que c'est peut-être pas le cerveau, c'est peut-être plus notre façon de voir les choses puis notre lunette qui a changé. Ou la sagesse, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je trouve que la méthodologie est un petit peu vaseuse, mais ce que j'ai trouvé intéressant d'apprendre dans cet article-là, c'est qu'il disait que les gens qui sont le plus sollicités au niveau des capacités cognitives, c'est les contrôleurs aériens. Hein? Puis il paraît qu'ils sont retraités assez vite, entre 50 à 56 ans selon les pays. Parce qu'il faut que tu restes en Oui, top parce- tout le oui, temps. oui. Il disait des choses assez... aussi dans l'article, des choses que tout le monde sait, qu'un athlète atteint son pic dans la vingtaine, que les Joueurs de hockey, grandes, oui, c'est ça. les grands joueurs d'échecs ont leur grosse partie avant 40 ans, puis que les mathématiciens font des découvertes autour de 30 ans, en tout cas en moyenne. Ouais. Mais ça reste des moyennes, tu sais, c'est ça. Ici, on est tous des gens à notre top, là, de toute façon. En ce moment, on est à la Voilà, trappe, là, ça en me ce moment, concerne. la minute Là, ici, qu'on là, vit ici, c'est là. Il est tellement parti au top. d'ici. Ce n'est qu'une lampe agonie. Un long fade-out. Moi, si je parlais de mon meilleur que ça. expérience, ce que j'ai appris que je savais pas avant, Oui. puis ça, je vous le dis, peut-être que ça va vous passer 100 pieds par-dessus la tête parce que vous n'avez pas encore l'âge canonique d'apprécier tout cela. Mais c'est que moi, j'ai lu un truc où il raconte qu'il faut faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Puis au début, je comprenais pas. C'est que si t'es juste en train de régler des trucs urgents, Oui. tu vas jamais t'occuper de quelque chose d'important. Genre, écrire une télésérie. Si tu fais juste t'occuper du quotidien, puis ben, tu t'écriras jamais un livre parce qu'il faut que tu te voles du temps.
Ouais. en 2025, on n'a pas le temps d'écrire un livre. Fait que, Mais comme là, Eric qui a passé, quoi, c'est 6-7 ans là, avant le crash, tu sais, ça, c'est un 8 truc ans, important ouais. quand t'es rendu Oui, oui, là, oui. tu sais. Il y a toujours une brassée de lavage dans le chemin de la création. Oui. Mais je trouve ça intéressant. Moi, c'est ça que j'ai appris en vieillissant, c'est la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Il ne faut pas négliger ce qui est urgent, évidemment, là, mais... Ce qui est important, c'est souvent ce qui va rester aussi. Ouais. C'est rare que le truc urgent va rester. Ouais. Ouais. C'est pas ça qui va créer un leg ou qui va tu sais, s'enraciner pour toujours par la suite. Mais qu'est-ce que tu priorises aussi, c'est ça? Quand... Oui. Parce que c'est vrai que dans la vie, à un moment donné, c'est facile de se laisser happer par toutes les petites affaires, puis à un moment donné, t'embarques là-dedans, puis tu fais pas l'essentiel. Mais est-ce que, oui, tu te dis, OK, bien là, je me lève ce matin, puis peu importe quoi, ma première heure va être consacrée à l'affaire la plus importante sur la durée. Faut faire comme Eric, il faut pas avoir de réseaux sociaux. c'est Ça aide déjà à faire le ménage d'une c'est bonne vrai. partie d'urgent Bravo, et Eric. de futile. tu sais. C'est une inspiration pour moi, Eric. Une inspiration pour tout le monde. Tu es l'espoir de tout un peuple. Oui. Oui. Ça fait des semaines qu'on vous parle du Canadien qui va bien, mais là, bon, défaite du Canadien jeudi dernier. C'est pas grave, on poursuit, mais le gardien, quand même, Jakub Dobeš, qui s'est adressé en pleurs aux journalistes, qui était très, très ému, qui a beaucoup pleuré. Ça en a inquiété plus d'un. Beaucoup de gens étaient comme inquiets. Est-ce qu'il va bien et tout ça? Dont le député Lionel Carman, qui a publié un message sur les réseaux sociaux et a terminé son message avec, c'est là que ça a moins passé, un petit mot-clic, santé mentale. C'est ce qu'a rapporté le Journal de Québec. Pourquoi il s'inquiète? Est-ce Ben, qu'il en fait, le connaît personnellement? Non, mais parce que je te dirais que dans des commentaires d'après-match, en saison régulière, début Ouais. de saison, Jakub Dobeš a 6 victoires à ce moment-là en 6 matchs. Il vient de perdre en prolongation. C'est pas une dégelée, c'est pas une raclée. Il a bien gardé les buts, mais un but de plus à l'adversaire, Oui. puis il perd sa première... Il est la 3e étoile du mois d'octobre dans la Ligue nationale de hockey. Et là, il craque devant les médias après, j'ai envie de dire, une banale défaite Oui, en c'est ça. prolongation. Il s'en met beaucoup sur les épaules. Et il n'y a pas si longtemps, on aurait dit « Ah, pas fait pour cette ligue-là. Ah, il est pas tough, il est c'est pas vrai. capable d'en prendre. » Puis je trouve ça quand même bien. Puis je savais pas que ça avait soulevé autant de réactions au hashtag santé mentale. Moi, ça m'a plu qu'il soulève le « Hey, est-ce qu'on peut s'intéresser? Le gardien, on le sait qu'il est capable, il va se ressaisir. Mais le gars derrière le gardien, il Ouais. va-tu bien? Il est-tu correct? » Parce que c'est un peu atypique comme réaction. Et tant mieux. Moi, ce que Jakub Dobeš m'a appris la semaine passée, c'est tu peux être fort et homme en étant joueur de hockey dans ce milieu encore macho-là, disons-le, Oui. mais que c'est correct d'avoir des failles, c'est correct de céder, c'est correct de craquer. Puis c'est Étienne Dano qui écrivait « Quand on file pas physiquement puis que le meuble est trop lourd quand on déménage, on va dire à son chumé, prends ton bar Oui. pour m'aider. » Mais quand on file pas mentalement, on hésite encore, malheureusement, en 2025, à dire à des amis « Hey, prends ton bar. » Mais je me trouve demande, l'exemple je me demandais juste si c'était pas probant. trop intrusif. Tu sais, parce que Ouais. ça se Ah oui, peut que tu lui, vois. il était peut-être juste, je sais pas, sur un high de plusieurs... Je sais pas, quelque chose de... Il a craqué comme ça, il y a peut-être pas nécessairement quelque chose en Je arrière. trouve ça alarmant, alarmiste. Ben peut-être, je sais pas. tu Est-ce sais. que- Non, mais c'est proportionnel au stress. Moi, je trouve que c'est pas banal, là, mais je veux dire, c'est presque banal pour moi. C'est-à-dire que ces gars-là, ils ont des stress qu'on connaît pas, là, nous autres. Ah non, ben non. Il y a 24 OK? ans, il est le gardien d'une Puis équipe de hockey. il est vu à 360. Il Oui. ne peut pas aller se cacher nulle part. Fait qu'il a le stress qui accote, qui est proportionnel, puis il y a des réactions proportionnelles. Je sais pas, moi, je trouve pas ça... Ça t'a pas ébranlé? ben, ou, santé mentale, à ce compte-là... Non, mais moi, je suis mal placée pour parler de santé mentale. OK, on va parler d'autre chose. non, mais est-ce qu'il est revenu sur Pas depuis le Il a pas parlé du de week-end ça. encore. Non, le Canadien joue ce soir pour son prochain match. Mais Mais c'est toute la représentation aussi de ce qu'on appelle nos héros, tu Ouais. sais, les sportifs, les personnes qui sont dans l'œil du public, et aussi la représentation de l'homme, qu'est-ce qu'il doit montrer ou pas. Donc, tu sais, pendant longtemps, c'était justement les héros, des sportifs, ça braille pas, c'est top. C'est le gladiateur, Donc, Ouais. s'il braille, s'il pleure, forcément, il y a un problème de santé mentale, mais en même temps, c'est possible aussi. Mais D'où en fait, moi, c'est l'inquiétude. ça. Parce que C'est- ça peut être de tout. Ça peut être la pression, oui. ça peut être une sensibilité, il est comme ça, puis on va apprendre à le connaître, puis c'est C'est bien peut-être ceux correct. qui pleurent jamais, qui ont des problèmes de santé Ben, mentale c'est aussi. ça, là. c'est Ben, ça, assurément. exact. C'est pour ça que je dis que ça peut tout être en même temps. On le sait pas, d'où ces questionnements-là. Mais l'an passé, moi, j'ai Carlos Alcaraz qui avait une saison exceptionnelle de tennis, puis tu sais, que soudainement, il m'a Ouais. fracassé des raquettes par terre, puis il a dit « Je suis juste fatigué, excusez-moi, puis il faut que je laisse sortir aussi. » Dans le sens que c'est super là, qu'on fasse santé mentale, mais c'est peut-être juste un mauvais jeudi aussi. Ben, Oui, oui, c'est absolument. ça, C'est juste ça qu'il y a peut comme- être, il y a ça une peut marche être, entre, C'est ça, c'est ça. Mais il y a il y a déjà eu une joueuse de tennis qui est partie puis qui avait vraiment des enjeux aussi de santé mentale. Oui, là. non, non, Donc, tu sais, il y a un peu... C'est un peu Mais ce il y a mélange-là, on peut-être, sait je pas. comprends, il y a peut-être quelque chose de trop, une coche de trop Ouais. d'intrusion, Ouais. d'alarmisme. Mais c'est bien de s'en inquiéter. Mais moi, j'ai Ouais, pas c'est haï vrai. qu'on se dise, hey, derrière ces façades de Mais qu'on se héros rende- et Oui, héroïnes-là, c'est ça. il se peut qu'on le connaît pas personnellement. Il y a peut-être quelque chose dans sa vie qui le dérange, qui le chicote, puis qui fait que ce qu'il a craqué ce soir-là,
là, ça fait partie du forfait. Il venait de regarder la dernière d'avant le crash. C'est ça. Sur le TVX, il l'a vu avant tout le monde, lui. C'est ça. Je termine avec un sujet qui va peut-être vous scandaliser. 7 femmes sur 10 disent avoir déjà été victimes de violences sexistes ou sexuelles dans les transports en France. Ça fait beaucoup de monde. Une agression qui a eu lieu fin octobre, d'ailleurs, vient de, on va dire, relancer un débat. Et là, c'est accompagné d'une pétition cette fois-ci. L'idée, c'est de créer peut-être des wagons réservés aux femmes dans les transports en commun. Peux-tu nous remettre un peu en contexte? Ça vient d'où, cette pétition-là? Oui, donc effectivement, c'est un sujet assez chaud, la violence, donc des agressions sexuelles, sexistes, des commentaires, ça peut être des attouchements, toutes sortes de choses. Mais qui on se parle passent. d'un lieu très public, le métro, public. l'autobus. Complètement. Donc, de l'insécurité, des problèmes d'insécurité dans le transport en commun, dans ce qu'on appelle l'Île-de-France, donc essentiellement, mais pas que. Là, il y a dans d'autres villes aussi, mais beaucoup à Paris, dans la grande région parisienne, donc Paris intramuros, les banlieues autour. Et il y a beaucoup d'insécurité, il y a des agressions. Donc, vous avez vu, là, 7 femmes sur 10 qui disent qu'ils ont subi quoi. Et il y a effectivement de la misogynie, il y a de la délinquance, il y a tout ça. Donc, il y a des femmes qui ont décidé de... En fait, une femme qui a décidé de partir une pétition pour réclamer des wagons uniquement, tu sais, mettons, un wagon uniquement réservé aux femmes pour se prémunir, se protéger des agressions et des agressions de la violence sexuelle dans les transports. Évidemment, ça crée la polémique. Je regardais, hier soir, on était à plus de 30 000 personnes qui avaient signé la pétition. Et ce qu'elle dit, dans la pétition, elle dit, regarde, c'est un cri d'alarme. C'est pas qu'on veut être séparés, mais faites de quoi? Est-ce qu'on est vraiment protégé? Est-ce que vous prenez des mesures pour que ça n'arrive pas? Est-ce qu'il y a assez de sécurité? Par exemple, les sociétés de transport pour mettre des agents de sécurité. Est-ce que toi, tu t'es déjà senti en danger ou en tout cas menacé? Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, ça fait quand même longtemps, où j'étais dans un train, un RER. Il y avait quelqu'un qui avait sorti un genre d'exacto-octo. Oui, ça fait longtemps de ça. Mais, tu sais, il y a de la consommation, il y a des problèmes de drogue, il y a de l'insécurité, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi le débat entourant. C'est pas comme au Québec, au Canada, l'immigration est choisie, l'immigration régulière, tout ça. L'Europe, il y a plusieurs pays en Europe qui sont confrontés à ce qu'on appelle une immigration un peu hors de contrôle. Et le chiffre du ministère des Affaires, le ministère de l'Intérieur, a montré qu'il y a une surreprésentation des étrangers. C'est pas d'essentialiser, mais ça fait... c'est là que le bas blesse. Ça fait partie de l'équation. Mais est-ce que c'est ça qui choque les gens? Parce Bien, qu'on dirait que tu me dis tout ça, puis c'est logique. Pourquoi on ne ferait pas un wagon réservé aux femmes? Ça fait partie de tous ces débats, si vous voulez, puis de la récupération à gauche, à droite, de dire... Donc, tout ça est là, mais au fond, ce que la pétition dit, c'est simplement, nous, c'est un cri d'alarme, faites de quoi? Oui, c'est ça. Faites de quoi? Moi, je suis contre dans la mesure où je me dis, tu sais, on est dans des... Justement, on est pour cette égalité homme-femme, mettez plus de sécurité, assurez-vous qu'il n'y ait pas un sentiment d'impunité, parce que ça serait, pour moi, le signe vraiment d'un échec et que d'un retour en arrière. L'espace public appartient aux hommes, aux femmes, puis on doit protéger ça tous ensemble. Je veux dire, les gars sont concernés, les femmes sont concernées, on veut tous la même chose. Fait que, voilà. L'agression dont tu fais, à laquelle tu as fait allusion, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit, hein? Continue à parler. OK. Non, mais on l'a vu parce qu'elle a été filmée. C'est une jeune Ukrainienne qui venait d'arriver en France. Puis il y avait un gars derrière elle qui était complètement calme, qui annonçait pas du tout une Brésilienne, ce qui allait se passer. Puis qui lui a tranché la gorge. C'est comme si moi, je passais de ça à l'égorger. Ça a impressionné tout le monde. Mais je vois pas comment on pourrait, à part de se mettre dans des... Un scaphandrier. Dans des scaphandriers, d'empêcher, tu sais. Mais tu sais, ça se fait déjà ailleurs, je dis ça, là, mais Japon, Dubaï, Inde, peut-être d'autres endroits aussi, mais ça se fait là-bas. Puis juste... Plus de caméras, peut-être. Oui, peut-être plus de sécurité. Puis, Au retour, on dirait qu'on poursuit un peu dans la même lignée, mais quel est l'impact de nos séries télé sur les jeunes filles en particulier?
après Mr. Big, India Desjardins est de retour avec un nouvel essai. Cette fois-ci, elle s'intéresse à l'impact que les stéréotypes dans les livres, les films ou même les séries ont sur les filles, oui, sur les femmes. Donc, comment ces images-là, autrement dit, façonnent notre vision de l'amour et des relations. Le livre est vraiment magnifique. Ça s'intitule « À s'en arracher le cœur ». Sur les gars aussi. Sur les gars aussi, t'as raison, tout le monde, en fait. Quel est le moteur? Parce que Mr. Big, t'étais déjà un peu dans cet univers-là, mais là, on dirait que... J'ai l'impression que le contexte s'y prête malheureusement plus que jamais. Oui, moi, je me disais, j'ai fait un essai, c'est correct, mais là, j'ai vu deux articles dans les journaux qui m'ont vraiment bouleversée. En fait, j'ai vu un article qui démontrait une hausse de la misogynie dans les écoles et une hausse de la violence conjugale dans les couples adolescents. Puis je me disais... La violence conjugale. Là. La violence conjugale dans les couples adolescents. Puis je me disais... Je peux pas rester silencieuse. Puis une des intervenantes dans l'article sur la hausse de la violence conjugale dans les couples adolescents, elle disait, tu sais, les jeunes, ils savent même pas qu'ils reproduisent des comportements malsains, puis leurs modèles sont pas toujours sains. Fait qu'on dirait que j'ai voulu revenir à l'infiniment petit, puis à me demander, c'est quoi la perception des femmes dans la société? Comment on apprend à aimer ou même détester les femmes? Puis je me suis dit, ben je vais partir de ce qu'on nous envoie comme image, puis je vais essayer de l'analyser tout en aimant. Hein. Tu sais, là-dedans, là, je parle de Back to the Future, qui est un de mes films de préférés à vie. J'ai eu mal en le lisant. Mais là, j'analyse le personnage féminin, mais moi, j'arrêterai jamais d'aimer Back to the Future. Mais je me disais, OK, moi, comme petite fille, qu'est-ce que j'ai reçu comme image? Puis là, ben, je me questionne sur l'impact que ça peut avoir à long terme de voir soit notre absence dans les fictions, de voir qu'on est dépeinte de telle façon, de voir qu'on a souvent un rôle subalterne. Ouais. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact à long terme, non seulement sur nous, notre perception de nous-mêmes, mais sur la perception qu'on a de nous. C'est très insidieux parce que moi, je constate qu'en tout cas, à la maison, on a des bons modèles et tout ça, mais je le vois déjà, ma plus vieille, qui est en 6e année, se fait dire des affaires effrayantes. Tu sais, dans le cours d'école, c'est déjà ça. Puis ça part de ça, toi aussi. Tu étais aux Olympiades, à l'école, tout bonnement, et là, tu fais une bonne performance sportive et quelqu'un te dit « pas pire pour une fille ». Oui, bien, je voulais montrer que souvent, comme fille, dès le début de notre vie, on va avoir des petites affaires comme ça qui vont nous faire sentir autres, qui nous feront pas qui vont pas faire sentir qu'on fait partie de la gang principale. Alors souvent, il y a des filles qui vont dire « Ah, moi, je m'entends pas bien avec les filles, je suis one of the boys. » Puis ça va être comme une fierté de dire ça. Donc, moi, je me questionne sur toutes ces petites choses-là qui peuvent briser un petit peu notre estime de nous. Puis tout ça pour m'amener à éventuellement montrer comment on dépeint aussi les relations amoureuses dans les fictions et faire un guide pour reconnaître les relations malsaines, parce que je trouvais que c'est important qu'on puisse reconnaître, parce que c'est ça souvent le problème qui amène à la violence conjugale, c'est de même pas reconnaître les petits signaux qui montrent qu'on est dans une relation malsaine. Et ce livre-là, donc j'analyse des petites choses comme ça pour tout ça m'amener à faire un petit guide pour reconnaître les relations malsaines. Je pense que tu mentionnes aussi le test de Bechdel. Le test de Bechdel, oui. C'est une échelle, oui. C'est un outil pour évaluer la représentativité des femmes dans les œuvres de fiction. Oui, exactement. C'est le support où sont actives. Bien, en fait, c'est juste pour voir s'il y en a, tu sais. Oui. Donc, c'est dans une histoire de voir que deux personnages féminins, il faut qu'on connaisse leur nom, puis il faut qu'ils parlent d'autre chose que d'un homme. C'est pas un outil pour voir si une fiction va être féministe, là, parce que souvent, ça passe le test de Bechdel, puis c'est juste deux filles qui saillissent, tu sais. Mais c'est juste que de faire passer ce test-là, puis c'est pas un test pour déterminer si un film est bon. Hein. Moi, là, j'ai regardé Frankenstein en fin de semaine, j'ai adoré, ça passe pas Bechdel, mais le personnage féminin est super beau, tout ça, mais c'est juste que ça te met dans un tout. Ça montre qu'il y a une absence de femmes, dans le fond, dans les fictions, puis on la remarque même plus. C'est tellement ancré. C'est ça. Qu'on vient qu'on la remarque même plus. Puis quand on fait passer le test, souvent, j'en parle à des gens, puis les gens font « Ah, j'avais même pas remarqué qu'il y avait pas beaucoup de filles dans les fictions. » Puis il y a le test, parce que ça a été parodié après, puis il y a des gens qui ont fait du millage sur ce test-là. Oui. Il y a le test du pied de lampe, le connais-tu? Oui, le test de la lampe, en fait. C'est de remplacer un personnage féminin par une lampe. Oui, puis voir si ça change quelque chose dans l'histoire. Ça change rien à l'histoire, oui. Ça fait mal. Ça fait mal. c'est ça. Il y a Reese Witherspoon, la star américaine actrice, qui elle, s'implique beaucoup, justement, depuis quelques années pour, justement, une meilleure représentativité des femmes et qui a lancé un cri du cœur il y a quelques années. Ça fait déjà presque 10 ans, là. Mais c'est devenu viral, puis moi, je le vois souvent passer. On en a un extrait, regardez ça. What do we do now? So what do we do now? What do we do now?
What do we do? What do we do now? Now, do you know any woman in any crisis situation who has absolutely no idea what to do? It's ridiculous. Dis-moi que ça change dans les œuvres pour les jeunes. Moi, j'ai l'impression, pour en regarder beaucoup, j'ai l'impression que les héroïnes sont souvent des femmes. Bien, en fait, souvent, quand on met plus de quelque chose, là, on a l'impression qu'il y en a trop, Peut-être. qu'il y en a, tu sais. Mais oui, il y a en 2024, là, les personnages féminins ont presque même atteint la parité dans les chiffres parce que, mettons, si tu regardes sur les 20 dernières années, que c'est 80 de personnages masculins. 80. Oui. En 2024, c'était comme quasiment là, 48, 51. Sauf que quand tu regardes ces chiffres-là spécifiquement, Ouais. les films d'horreur font augmenter le nombre de personnages féminins, puis ils se font torturer puis tuer. Ils se font tuer Fait que- assez rapidement. Ben C'est oui. ça. Mais au Québec, on fait mieux. Nos fictions jeunesse, entre autres, Ben oui. il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de personnages féminins. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est exempt de stéréotypes. On a des auteurs Ben oui. fabuleux comme Éric qui font des super beaux Ben oui. personnages féminins. Donc, on fait mieux. Fabuleux, c'est un peu Ça Bien. prouve qu'il faut s'intéresser plus à nos fictions québécoises. Mais là, il y a un petit backlash parce que les actionnaires, mettons que si tu regardes les États-Unis, puis moi, j'analyse beaucoup quand même les États-Unis parce que c'est ça qui fait le plus de box-office au Ben oui. Québec. C'est ça qu'on écoute en plus grand nombre. Donc, moi, j'aimerais ça que le monde Ben oui. s'intéresse plus à notre culture parce que, justement, tu sais, on fait quand même un petit peu mieux, mais on peut pas banaliser l'impact que ça a sur nous. Donc, voilà. Tu sais, ma belle-mère est une sorcière, bac et bottines. Dans Avant le crash, beaucoup de personnages féminins très Féminins. forts aussi. Oui, mais on a essayé de créer des personnages. Dès le départ, on voulait que on voulait même que les femmes aient des réflexes de gars, qu'ils soient dans un Ah, ouais. univers où ils sont aussi fortes que les gars. Je me rappelle, j'avais vu quand ma fille est née, une entrevue de Bob Iger, qui est toujours le président de Disney aussi, qui avait essayé de tasser la ligne éditoriale de Disney au complet pour essayer de ramener plus de personnages féminins. Tu sais, les Oui, fonds mais là, verts. les actionnaires de Disney se sont plaints Ouais, de la ils shiftent diversité. ça maintenant. Et là, on va voir un retour de personnages masculins en plus grand nombre et de moins de diversité. Parce qu'il y a eu un backlash. Parce que quand on amène plus de diversité, ça se fait critiquer. Ça chiale. Et là, Il va falloir que tu fasses un 3e livre. Ben oui. Dans Ouais. 2-3 ans. Ouais. Mais pour vos jeunes, je vous le recommande fortement. Moi, je vais laisser ça traîner à la maison parce que j'ai une préado qui, je pense, va tomber là-dessus bientôt. Livre magnifique à s'en arracher le cœur d'Enisa Desjardins. Magnifique, je pense entre autres aux illustrations de La Charbonne. C'est Oui. magnifique. Et c'est déjà en librairie. Je voulais mentionner aussi qu'India sera au Salon du Livre. Ça aura lieu du 19 au 23 novembre. On a 2 paires de billets à vous offrir pour aller voir India en personne. Elle sera Yeah! là. Pour J'aime participer, ça. vous le savez, ça se passe sur nos réseaux sociaux. Merci, India. Merci. Le tricot, tiens, une autre affaire. C'est revenu à mode. Après la pause, on reçoit la jeune tricoteuse la plus cool du Québec. Elle s'appelle Rebecca Colère.
attention, attention, la première compétition télévisée de tricot voit le jour en Angleterre. Oui, c'est la preuve que le tricot, c'est plus réservé seulement aux grands moments. C'est même devenu un geste créatif qui est apaisant. C'est même écolo de faire du tricot, puis là, on avait envie d'en jaser. On veut devenir cool, nous autres aussi, donc on a invité Rebecca Colère, qui fait justement partie de la nouvelle génération de tricoteurs. Oui, bonjour. Allô? Comment c'est arrivé dans ta vie, le tricot? C'est un accident ou c'est un... Non, vraiment pas. OK. Vraiment. Je pense que comme plusieurs personnes, c'est très familial là, comme truc. J'ai vu mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère tricoter, puis ça fait partie un peu de mon imaginaire dans l'enfance. Je pense comme à chaque fois que je dis que je tricote, c'est toujours ça qu'on me dit, genre, ah, ma grand-mère tricotait. C'est comme un classique. Ah, je suis là. Ah, c'est toi qui es en double. Puis moi, j'ai commencé à tricoter en 2019. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. Parce que j'avais envie, en fait, d'avoir les vêtements. J'ai commencé à voir, en fait, ce qu'on pouvait faire avec le tricot, puis j'avais une vision vraiment datée, comme quoi c'était juste, justement, des espèces de pantoufles puis de foulards. Un foulard. Un peu comme, bon, ça va, là, tu sais, je vais l'acheter, là, tu sais. Puis ma mère, elle s'est comme modernisée, parce qu'il y a plein de designers maintenant. Les vêtements qu'on peut faire sont magnifiques. Puis je me suis dit, ça y est, je me lance, c'est maintenant. Ma mère m'a appris... je me souviens, on est allé acheter des aiguilles, de la laine, puis dans l'auto, en revenant, elle m'apprenait le point. Puis depuis, j'ai jamais arrêté. C'est pas le crochet, hein, tu dis le point, mais Non, c'est crochet, ça. tricot, c'est pas la même affaire. C'est deux techniques complètement différentes. OK. Là. En fait, le tricot se fait avec 2 aiguilles. Donc, on a la main droite et la main gauche qui est mobilisée, alors que le crochet, bien, c'est un seul crochet qu'on va utiliser. Puis ça fait des points différents. C'est vraiment juste 2 choses complètement différentes. Puis si tu fais du crochet, tu vas pas nécessairement maîtriser le tricot et vice-versa. T'as quelqu'un à convertir à côté de toi, c'est Karima, qui est pourrie en Mon tricot, Dieu, oui, couture. c'est effrayant. Autant j'adore ça, tout ça, mais je sais pas coudre un bouton. là. J'ai honte, là, mais tu Mais non, il y a pas à sais, avoir. c'est T'as ça. essayé de tricoter? Ben, tu sais, je pense que ça date de le cours d'économie familiale. Ah oui, mon Tu sais, Dieu. c'est à peu près à ce Oui. moment-là. Mais en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, oui, c'est le résultat, mais c'est surtout le fait de se concentrer. Tu sais, on est tellement happé. Ouais. Puis, tu sais, moi, je travaille en information, je travaille en France, je travaille à RDI ici. Donc, ça, à un moment donné, on est tout le temps comme ça. Donc, de se concentrer puis d'avoir ce rythme-là, je trouve qu'il y a quelque chose là aussi. Complètement. C'est un moment pour soi, souvent. Puis je pense que pour beaucoup de personnes, c'est ce que ça représente dans la journée. C'est le moment où Ouais. tu vas t'asseoir, puis tu te concentres sur un ouvrage qui va être pour toi, tout le temps qui est mis dans les vêtements. Comme C'est- du jardinage, il y a quelque chose de ça, Exact. de la minutie, Complètement. t'es dans le moment présent, il faut que tu sois T'as pas le concentré choix. sur ça. Et pour quelqu'un qui aurait un petit... qui serait dans la performance, mettons. Mettons, là. Est-ce qu'on devient vite bon à tricoter ou au crochet ou si ça demande énormément de patience et de persévérance, entre guillemets? Ça dépend ce que tu veux faire. Parce que le point en soi... Le garde-robe. Oui, oui. Je vais relancer ma ligne de... Non, le point en soi, ça prend vraiment vite. Genre, j'ai confiance que je pourrais vous apprendre à tricoter dans les 2 prochaines heures. C'est Puis vrai. que vous seriez capable de faire quelque chose, tu sais. Le point se maîtrise. Après, c'est une question de minutie, de détails, de à quel point tu es perfectionniste, qu'est-ce que tu veux faire aussi. Le point de base, là, on le voit sur les trucs qui sont sur la table, Ça, c'est la base? Ça, c'est la base. C'est la grosse job, me semble. Le tissu, c'est la base. Qu'on voit, là, donc la maille, le point de jersey qu'on appelle, c'est la base. Ça s'apprend super vite. Fait que j'ai confiance, Patrice, pour ton projet là, de ligne. design. Mais, ouais. Un petit foulard au début, peut-être un petit foulard. un petit hein, guenille, c'est ça? tu sais. Je sais qu'on n'est pas censé demander ça, mais là, je pense que c'est pertinent. T'as quel âge? J'ai 32 ans. Bon, t'es toute jeune. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un engouement chez... Parce que c'est les jeunes qui trippent tricot, là. Oui, présentement, vraiment. Mais je pense que c'est les patrons, les vêtements qu'on peut faire se sont rajeunis aussi, se sont modernisés. Il y a une grosse mode, même du côté de la mode. On voit de plus en plus de tricots, de knitwear. Tu sais, on en trouve chez H&M, on en trouve dans le fast fashion de plus en plus. Ouais. Puis le fait de tricoter ces vêtements-là, c'est une manière, bien, d'une part, de choisir la matière dans laquelle on va les faire, parce que ce qu'on trouve sur les grandes surfaces, c'est beaucoup du synthétique. Puis la laine a des propriétés quand même extraordinaires, fait que ça fait que tu as accès à des vêtements à des prix plus bas, souvent, quand tu les fais toi-même. Puis je pense que c'est vraiment ça, c'est rendu trendy, qu'est-ce qu'on peut se faire avec le tricot. C'est combien de temps, mettons, faire un chandail Ben oui, comme mais le ça, bleu que Pascal a là? C'est l'œuvre d'une vie, là. Ah, mais non, mais, mais là, moi, c'est ce que je fais. C'est mon travail, là, à quelque part. Fait que ça m'a pris, je sais pas, peut-être 1 semaine et demie, là, mais c'est pas. Ça peut prendre aussi 6 mois, là. C'est pas.
Ça dépend vraiment de... Ce que j'adore dans du ta rythme. sélection que tu as apporté aujourd'hui, c'est ces petits chapeaux-là adorables. C'est un petit bonnet. Adorable. En tout cas, sur ton site Instagram, on te Ça, voit j'en avec vends, sur la tête. ouais. Trop mignon. J'allais dire, ça te fait-tu, Pat? Pas sûr. Ben oui, ça y fait. Ouais, ça y fait, ça y Tu veux que fait, c'est ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que il y a Mais la je pense fierté. que lui est plus grand, si jamais il est un petit Ah peu non, plus grand. je vais dans le verre. Ah, non, Je ne veux pas le briser, par exemple. Tu peux pas le briser. J'ai tellement une carrure imposante. Mais avant d'enfiler ceci, j'allais dire, il y a la fierté aussi. Moi, j'ai un de mes boys. Ouais. Ils sont rendus à 14, presque 15. Mais il y a peut-être 2 ou 3 ans, vers 11-12 ans, mon Oli, qui est TDA, donc pour se centrer, pour se calmer, pour s'apaiser, s'était mis au tricot. Ah ouais? Ah ouais? Et la fierté de porter un foulard multicolore, complètement Olivier, qui s'était fait. Et là, la fierté, je le vois, puis je fais, hey, j'en veux un. Et là, de fabriquer un vêtement pour papa, pour maman, il y a quelque chose de très satisfaisant dans Vraiment. compléter un vêtement que tu vas ensuite porter, puis que les gens vont dire, Ou même ah, mon Dieu, il est donc bien hot. De l'offrir. Imagine, tu Et fais des aussi, cadeaux de exact. Noël, mettons, mais c'est toi qui as fait le chandail Ouais. que t'offres à ta blonde ou à ta mère ou à ton chum, tu sais, quand même, il y a Ouais, ça. il y a un tricot qui existe, ce qu'on appelle le boyfriend curse. Le C'est- boyfriend curse. Oui, c'est une malédiction, puis il paraît qu'il ne faut pas offrir de chandail tricoté à l'être aimé OK. tant que nous ne sommes pas mariés. Pourquoi? Parce que c'est tellement porteur d'une grosse charge marié. qu'on raconte que ce serait comme trop à prendre. Puis ça peut casser les couples. Il y a de ça. Ah, c'est beau, j'adore. Patrice, il n'y a pas de problème. J'adore. Là, lui, ça va très bien. Ça Le marche. petit col cheminé, là, c'est vraiment Oui, il y en a un, joli. mais tu l'as Il mis manque juste une ensemble. petite pipe, Eh tu sais, qui oui. pourrait partir sur un voilier. T'as l'air d'un capitaine de quelque chose. là. Ben, il y a quand même des confréries qui existent chez les jeunes. Et toi, t'en as même parti une, Ah, comme ben, un on peut dire club. ça. Oui, ben moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube en février dernier. Ouais. Ça, qui portait sur le tricot exclusivement. Là, ça l'a un peu élargi. Mais j'ai créé vraiment une communauté en ligne de gens qui tricotent, de gens qui ont envie de se lancer aussi. J'ai quelques tutoriels pour encourager les gens qui me suivent à commencer puis à juste se laisser aller dans ça. Là, ouais. Mais il y a encore des. Moi, je me suis intéressée à la courbe de pointe à un moment donné. J'avais un Oui. chalet, puis je voulais. Blablabla. Puis il y a des sacs de fermières hein, encore en 2025. Ah oui, ben oui. Oui. Il y en a un à la Cool. Chine, là. Tu vas là, ils vont t'apprendre. Il y a des dames qui savent tricoter qui vont t'apprendre, On etc. attend Je trouve ça rassurant de savoir que ça existe Oui. encore. Oui. Tout comme les pantoufles en Fentex. Moi, j'en Mais porte à la oui, maison. c'est ça, là. Ma blonde était ici la semaine dernière sur le plateau. J'ai un petit extrait, puis vous allez comprendre pourquoi. Sébastien travaille en pantoufles de Fantex. Et là, Oh, on ne le voit pas en haut à droite, là, mais je fais un appel à la population. Moi, on mange Du vrai tellement Fantex? de pantoufles de Fantex. Oh non! On aurait besoin de À deux fois bannir! grand-maman. À bannir! C'est une bonne idée. Le cercle des Ben oui. fermières qui Vous avez des en font pour pantoufles. Sébastien. En connais-tu des gens qui en font? Pour vrai, j'en cherche des nouvelles, là. Je suis dû. Ben, c'est. T'en as-tu? Ah! J'en ai-tu? Non. Attends, as-tu ça? Peut-être que j'en ai. Ah, le Oh, j'en ai! Oh, mon Dieu, merci! Hey, moi, pour vrai, sans mes pantoufles en Fentex, je passe pas l'hiver. Pour travailler, là, Et à ça, l'ordinateur. c'est bon pour faire quoi? Le moonwalk. Il n'y a pas Oui. un moonwalk oui, qui résiste c'est aux pantoufles à vrai. Fantex. Ah, t'as raison. Mais moi, je slide dans la maison. Ah, mais en plus, c'est les mêmes couleurs. Oui, c'est ça, on est J'amène ça à Paris. Je prends la mode. Ça va être Absolument. Après les buffets, les pantoufles. top. Les pantoufles, ça, c'est la Ça, totale. c'est indestructible. là. Dans 3 millions d'années, ça va être tel quel. va nous servir, C'est ça. pas biodégradable, Voilà. c'est. Merci, Rebecca. Merci, Rebecca. J'invite les gens à te suivre en ligne, tiens, pour aller faire partie du club eux Parfait. autres aussi. Au retour, Pascal Monpetit nous parle de son magnifique livre qui vient de sortir, Le Bézoard.
superbe et même magnifique lecture très touchante à vous recommander. Ça s'intitule Le Bézoard. C'est le nouveau livre autobiographique et même le premier, hein, on va le dire, de Pascal Monpetit qui raconte son histoire, des moments de grâce, il y a des moments plus difficiles aussi, et qui transforme, c'est ça, il faut dire chapeau pour ça, mais qui réussit à transformer de graves épreuves, l'inceste, la boulimie, entre autres, en grande réflexion sur la vie. Et là, moi, je te vois partout en entrevue parler de thèmes assez durs. Ouais. Comment ça va? Parce que là, tu ressasses tout ça. Je sais pas si tu savais dans quoi tu t'embarquais, mais tu sais, Oui, je sais pas si c'était de l'aveuglement volontaire, mais c'est comme si je me disais, les gens vont pas me questionner sur le vécu, ils vont me parler de l'écriture. Oui. Mais effectivement, avec des thèmes comme ça, que veux pas, Puis le descriptif de la collection 3 chez Québec Amérique, Toujours c'est 3 moments de de vie, partir de 3, trois moments marquants de ta vie. Donc, je pouvais pas vraiment me cacher en arrière d'un personnage de fiction ou quoi que ce soit. Mais la raison pour laquelle je parle de boulimie, d'inceste puis de cancer, c'est que au début de l'écriture, je suis tombée sur une entrevue d'un psychanalyste français qui s'appelle Bruno Clavier, puis qui disait qu'il y avait une expertise autour des agressions en très bas âge des enfants, qui disait que les femmes incestées développaient souvent des problèmes de glande thyroïde et de boulimie. Et moi, j'avais jamais fait le lien entre ces 3 choses-là que j'ai vécues. Et là, je me suis mis vraiment dans la peau d'une détective. Tu sais, c'était pas pour un témoignage là, de mon enfance malheureuse ou quoi. J'étais vraiment un truc de détective. tu menais l'enquête. Oui, je menais l'enquête, c'est ça. Puis est-ce que tu as hésité à exposer ces aspects-là de ta vie et que ça non. devienne du domaine Et ceux de la public, famille aussi. Et par conséquent, ceux de la famille. Oui, c'est ça. Ça, c'est la question. C'est une liberté. Moi, je dis toujours que la liberté, ça se demande pas, ça se prend aussi. Ce genre de liberté-là, ça se demande pas, ça se prend. Bon, j'accepte les conséquences, évidemment. Mais en même temps, mon père est mort il y a 40 ans. Je parle de gens qui sont morts ou presque tous. Puis moi, je parle de ça comme si c'est tellement loin dans... Tu as réussi à t'en... J'ai tellement de distance que c'est comme si je parlais de quelqu'un d'autre que moi, là, tu sais. Ça fait longtemps que j'ai traversé ça, là. C'est drôle parce que le mot courage revient beaucoup. Il me semble que je l'entends, tu sais, le courage de raconter tout ça. Mais toi, tu dis que c'est plus la délinquance, l'écriture. C'est pas tant du courage. Bien, moi, ce que je trouve, c'est que le courage, c'est de pas en parler. Ouais. Je trouve que les femmes incestées qui ont le courage de pas en parler, ça, c'est du courage. Parce que t'es pris avec... je veux juste finir avec ça. T'es pris avec un double bind, là, une double contrainte. Si t'en parles, t'es fourré. Puis si t'en parles pas, t'es fourré. C'est un lose-lose. C'est ça. Ouais. Fait que, oui, c'est de la délinquance, c'est sûr, parce que c'est... Comment je dirais bien ça? Tu sais, c'est un tabou, hein, l'inceste. Ouais. Fait que ça va chercher... c'est comme si tu déshonorais ta famille, là, je prends des grands mots, là, mais... Oui. Tu sais, même dans les 10 commandements, ton père et ta mère, tu honoreras. Là, je suis en train de salir mon père en public, tu sais. Mais puis tu y vas avec de l'humour, c'est ça qui Oui, aussi, puis mon père, il avait de l'humour aussi. Il n'était pas juste ça, là. J'ai un exemple, puis ça peut vous choquer à la maison, mais c'est ça vient du livre. Il faut un bon sens de l'autodérision pour répondre à un père qui dit devant tout le monde « L'inceste, c'est mieux de garder ça dans la famille Oui. et qui se trouve drôle. Oui. Tu sais, donc, il y a quelque chose... Mais je sens que c'est une arme pour toi aussi de tourner ça en... Oui, moi, Moi, j'adore l'humour noir, ça, c'est sûr. Ah ben c'est réussi. Mais j'adore l'humour. Je suis dure à scandaliser, là, tu sais, avec une blague. Oui. Mais parce que, en fait, là, je réponds à côté, mais la difficulté, honnêtement, ce qui m'a vraiment joué dans la tête, c'est que mon père était psychiatre. Ben oui, c'est ça qui Tu est comprends? particulier. Alors, c'est toujours en train de te dire « Ah, ça doit être correct ». C'est un psychiatre. Ben oui. C'est un gars qui a fait 10-12 ans d'études. C'est un médecin, hein? Médecin spécialiste, donc. Et qui a connu l'inceste dans sa famille et qui a vu ses sœurs sombrer, qui ont vécu de l'inceste et qui ont vu ses sœurs sombrer dans la folie. Fait que toi, tu te dis 1 + 1, t'es tout petite. Ben là, tu te ça dis, doit être pourquoi correct. il a fait ça? Tu sais, ça, c'est... Mais je ne saurais jamais. Moi, j'ai une question, Pascal. Le déclic, bien, mettons que je reviens à l'écriture. Le déclic, est-ce que ça a été l'article que tu as lu du psychanalyste qui faisait le lien entre la thyroïde, la boulimie? Oui. Ou toi, ça t'habitait, puis ça faisait un moment donné, il va falloir que j'écrive quelque chose là-dessus. Non, en fait... Qu'est-ce qui était la bougie d'allumage de ça, ce on appelle ça le bon moment là, dans la vie. Oui. Moi, je suis pigiste depuis 40 ans. Fait que les 2 questions que je me pose avant de dire oui à quelque chose, c'est est-ce que ça me tente, parce que j'ai le temps? Oui. Là, ça me tentait obscurément, puis j'avais le temps. Puis c'est à l'invitation de Danielle Lorrain, qui est éditrice. Qui dirige la collection. J'aurais jamais écrit... Ça t'a pris combien c'est de une temps? déformation professionnelle aussi, parce que quand t'es acteur, t'attends, Tout à fait. tu te fais appeler. Fait que j'aurais jamais dit « Ah, j'écris là-dessus par ma propre initiative. » Ça t'a pris combien de temps à écrire ça? Ça a été assez vite, parce que je ruminais ça. Tu sais, je connaissais le sujet par cœur. Oui. là. Mais y a-tu un moment où t'as fait comme, oh, dans quoi je me suis embarqué? Y a-tu le vrai monde de Tremblay, tu sais? Oui. Ben écoute, pour dire les choses, j'ai appelé ma mère avant de commencer à l'écrire, puis je lui ai dit, je me fais proposer ça, puis je vais... Puis là,
Elle m'a dit, attends donc que je sois morte avant d'écrire ça. Puis là, je lui ai dit, non, je veux qu'on règle ça de ton vivant aussi. Tu sais. Puis, Est-ce qu'elle l'a lu? Oui, oui, oui. Puis comment elle a trouvé ça? Elle trouve ça dur. Ouais. Elle trouve ça dur parce que... Mais les gens de ma famille sont très, très privés, très discrets, archi discrets. Ouais. C'est très le qu'en dira-t-on aussi. Ouais, Donc, ouais. oui, c'est délinquant. Tu sais. Mais c'est très beau. Il y a Ben, beaucoup merci. de lumière à travers tout ça. Oui, oui, Puis je sais. on Je veux parle que ça de soit lumière, drôle, un mais peu. C'est très drôle. Ouais. Plein de références littéraires aussi. Non, mais c'est vrai, je me suis pris des notes. Ah, faudrait que je lise ça. J'ai pas lu tel roman, j'ai pas lu tel truc. C'est Le Bézoard, premier, et on espère pas le dernier livre de Pascal Monpetit qui est disponible partout. Après la pause, le crash d'avant le crash.
hier qu'on a dû dire adieu. On était rendu le Pat aux personnages complexes, attachants, souvent très confrontants, détestables aussi, de l'excellente série avant le crash. Et là, attention, si comme Pat Bélanger, vous adorez la série, mais que vous n'êtes pas à jour, Ça, là. alerte aux divulgateurs, parce qu'on va on va essayer de faire attention quand même, mais pas qu'on t'a même préparé des coquilles pour les oreilles. Parce que pour vrai, ça se peut qu'on s'échappe un petit peu. Bonne conversation. Bonne entrevue. Mais parce qu'il y a vraiment un punch final, tu sais, en plus. Hey, Il y en ça a marche, plusieurs. j'entends vraiment. T'entends rien? Ça marche? Pardon? Nous, on t'entend. Nous, on t'entend. Nous, on Moi, t'entend. là, je lis sur les lèvres. Vous m'entendez? Oh oui. OK, Bon, OK, qu'est-ce ça que vous fait vouliez bonne- faire bonne- passer comme message avec la finale? Mettons qu'on commence avec ça. OK, la finale, Pour vrai, je suis pas capable. quand on a terminé la saison 2, à chaque fin de saison, on louait avec Sophie Deschênes, productrice le cinéma Beaubien, puis on présentait les 2 derniers épisodes Ouais. à l'équipe. Vous l'avez fait encore cette fois-ci. Là. J'ai Oui, vu on les l'a photos fait, passer. on l'a fait encore cette année. Puis après ça, on allait prendre un verre, puis on était déjà rendu à écrire la courbe de la saison 3. Puis la première affaire qu'on savait, c'est qu'ils ne survivraient pas tous. Puis que le crash... Littéralement. Mais littéralement, puis là, elle m'a dit « Ah oui, Marc-André, il va... » Puis j'ai dit Non, ça va être Florence. Puis là, j'ai vu qu'il y a eu un 2 minutes, puis j'ai dit « Non, le vrai crash, ça peut pas être qu'ils perdent de l'argent, qu'ils perdent une job, qu'ils couchent avec quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a déjà eu ça. Si le vrai crash, c'est leur propre sinistre va avoir désenchanté la génération d'après. Ils n'auront pas pris soin des autres après. Puis c'est pour ça, tout le long de la saison, quand on finit l'épisode 1, Marc-André est au funérailles de sa mère, mais on reste sa petite qui regarde Marc-André Ouais. pleurer. À la fin de l'épisode 4, quand Patrick il est dans mon condo avec l'Oculus, on push-in sa petite aussi qui regarde un homme de 40 ans pleurer. Fait que donc, on voulait que ce soit elle, le personnage central de la saison, puis que leur ambition démesurée ait fait qu'ils ont arrêté de s'occuper de ce qui s'en vient après eux. Donc, c'était ça le message. Mais moi, j'ai pensé à mes filles. Est-ce que vous avez vu le dernier épisode? Oui. Non, mais moi, moi J'avais de la peine après l'épisode parce que je pensais à mes filles. Je disais, est-ce que c'est ça qu'on leur laisse? Parce que c'est un peu ça. Les victimes du crash, c'est ça. Ce sont les jeunes qu'on a laissés tomber. Non, mais tu sais, le thème de la série, c'est l'argent, le pouvoir, puis l'ego, puis ils sont pris dans un système qui les pousse à tout le temps performer plus, puis à dire non, c'est bien de trop performer puis surperformer. Ouais. Il y a des conséquences à ça. Puis moi, puis Kim, quand on cherchait c'était quoi le crash, on s'est dit, hey, si notre fille nous survit pas. Mais tu sais, c'est métaphorique, là, mais. Oh oui. Mais. Ouais, on pensait à notre fille nous-mêmes. Donc. Avez-vous ce sentiment-là? Puis, on dirait que ça m'a remis ça sous la loupe. Moi, on prend pas assez soin de la génération qui s'en vient. On dirait qu'on. Et je pense aussi à la scène de l'exposé de la petite fille, là. Oui. Je vais me C'est un peu choisir, dans- c'est moi c'est un le peu héros dans ce de sens-là, là. Oui, mais c'est ça aussi. C'est pour ça Pardon. que la finale, ça reste... Patrick est avec ses filles, puis on a même fait un reshoot pour ça, pour avoir des meilleurs plans d'eux autres, pour dire, hey, c'est eux autres le futur. Puis c'est eux autres qui vont faire la révolution. Fait on voulait finir quand même sur un high en quelque part, où ils commencent à faire la révolution, puis ils vont dans un musée, puis... Ouais. Oui. Ben, les enfants, moi, j'ai ma fille a 16 ans. C'est sûr que des enfants, de ce que je comprends pas tout, là, mais de ce que je comprends, c'est que ils vont te voir agir. Ils vont pas écouter ce que tu dis, ils vont te voir agir. C'est ça qui va Oui, imprimer. tout à fait. Tout à fait. Puis c'est pour ça qu'ils consomment devant la petite. Ils sont cyniques devant la petite. Mais je sais pas, est-ce qu'on prend pas assez soin? Je pense que nous, peut-être, on prend soin de nos enfants, mais est-ce que l'économie puis la politique prend soin? Pas tant. Tu sais, si on regarde, il y a un recul sur le réchauffement climatique, il y a un recul sur toutes ces affaires-là en ce moment, là. Donc... Collectivement, ça y va pas. Ouais, c'est c'est plus dans ce c'est la sens-là, COP 30 cette en ce semaine. moment, C'est là. pour eux qu'on est Et censé à faire quoi ça. tous ces jeunes sont exposés aussi aujourd'hui? C'est-à-dire, il y a ça, il y a les adultes, il y a les réseaux sociaux, il y a les nouvelles qui Oui, il y a circulent une tellement banalisation vite. de tout. Moi, je me suis pas rendue encore à la fin parce que j'ai pris goût. J'ai commencé la série. Ouais. J'étais enfant, j'avais pas tout suivi. Et là, j'ai les écouté une après l'autre. Donc, je veux me garder le Ben oui. plaisir d'aller jusqu'à la fin. Mais c'est des thèmes qui nous touchent tous, justement. La compétition, l'argent, le pouvoir. Est-ce qu'on est déclassé ou pas? Donc, imaginez cette pression-là quand tu es ado. T'sais, déjà, on l'avait quand on était jeune, mais aujourd'hui, tout de suite, tu ouvres ton écran, puis on te dit la réussite, c'est ça. Ouais. Si tu n'arrives pas là, si tu ne ouais. ressembles pas à ça, si tu n'as pas ça dans ton compte de banque, si tu n'as pas cette marque-là, tu es out, tu vaux rien. Il y a beaucoup de ça aussi. Et Puis tu les le sais adultes. dans la c'est- seconde. Dans et la tu le sais seconde. à coup de masse dans le sens de l'objet, mais la masse qui parle et qui est plus forte que toi. Oui, t'as le Donc, chiffre, exact. exactement, tu es rapidement Ouais. marginal. Je pense que je m'ennuie de la naïveté qu'on avait, nous jeunes, Complètement. parce qu'on est... Maintenant, on peut plus rien leur cacher. C'est ça. très, très, très difficile, tu sais. Mais je regarde les réactions. C'est... ben, je vais dire majoritairement, c'est unanimement
très, très positif. C'est-à-dire, les gens ont adoré la finale, les gens sont sous le choc. Moi, j'ai envoyé un message à ta blonde quand j'ai regardé ça en fin de semaine. J'ai dit, hey, Tout le monde parlait de ça. je suis sans mots. Je sais pas quoi dire. Oui, C'est oui. une finale. Non, mais on est très touchés. Puis surtout aussi du chemin parcouru, dans le sens que nous, au début, le monde faisait voyons, ils sont donc bien pas aimables. Ils sont donc bien pas. Puis là, j'étais comme de l'amabilité à la TV. C'est Oui. overrated. Des On fois, apprend je trouve. les C'est pas amis grave. malgré tout. tu sais, Oui, ils sont remplis de failles, puis on s'inspire de plein de gens qu'on connaît, puis on faisait juste pousser là-dessus. Puis moi, comme acteur, j'aime ça quand les personnages Ouais. ont des failles. tu sais. Ah oui. Quand on joue juste une affaire ou une fonction, ils vont me manquer, plate. là. Fait que là, nous- Excusez-moi pas d'être mais tu sais, écrire une fin de saison, sachant qu'il y aura autre chose après, c'est une chose. Écrire une fin de série, tu sais, comme spectateur, on les attend, là, que ce soit des séries mythiques comme Friends ou je voyais Six Feet Under. dans Monsieur, les la finale des commentaires. Invincibles Ben encore. oui, les Invincibles. Où on est un peu dans le côté très dramatique aussi. Est-ce qu'il y avait ce sort-là ou ce poids-là quand Kim et toi, vous l'écriviez? Ou est-ce que vous aviez peur de vous tromper, de l'échapper, d'aller trop loin, passer loin? ben, cette tyrande, à un moment donné, la petite décédait plus vite, puis il nous restait des épisodes avec les personnages, puis plus on écrivait, puis on faisait hey, on pourra pas topper ça. Fait que, tu sais, on a surtout bougé. C'était quasiment rendu des mathématiques, là, à un moment donné, Ah ouais. Il est où, de le scénarisation. crash, Il est où, puis puis qu'est-ce qu'on peut vivre après? Puis même encore ce jour, des fois, je fais oh, ça va-tu trop vite? Mais il y avait beaucoup d'informations à râper. Mais dans ce cas-ci, on savait c'était quoi la fin. La saison 2, on avait fini. Puis à un moment donné, on a fait imagine si Marc-André, il y a le bébé, puis si on push in sur François qui le voit. Tu sais, il s'est réécrit. Là, on savait vraiment que c'était ça. Ça s'est fait clair. d'une autre façon, ouais. Mais si c'est pas déjà fait, vraiment, ben, je n'avais pas vu l'épisode, mais peut-être même revoir les 3 saisons d'avant le crash. Tout est sur ici, tout porté. Ah oui, évidemment. non, ça, c'est- On en aurait pris une 4e. Ah non, mais- je dis ça, c'est Est-ce moi. qu'il se pourrait un jour que Ça se pourrait. vous décidiez de Peut-être, faire... oui. On va peut-être les revisiter à un moment donné, mais pas là. Et puis, est-ce que break. ça vous tente de les envoyer vers les Europes? Parce que je pense qu'il y aurait un gros public pour ça. Ah oui, là. assurément. C'est sûr. J'adorerais Un ça. appétit, là. Il y a vraiment un appétit, On là. a un agent de vente qui est là-dessus, mais oui, c'est sûr qu'on aimerait ça que le Before show- the Crash. Before de Before crash. the Before crash. the crash. Before the crash. Et je parle, en passant, ça pourrait faire une très bonne série télé française aussi, le fameux musée, le vol du musée du Louvre. Je voulais juste qu'on prenne les nouvelles vu que t'es là. Aïe, aïe, Parce que là, aïe, incroyable. ironie du sort, on a appris ça il y a quelques jours, mais Louvre, le mot Louvre, c'était le mot de passe du système de vidéosurveillance du musée en 2014. Tu tapais Louvre, tu avais accès à tout ça. Ah ben, c'est... Ça a été révélé dans des documents internes là, sur la sécurité du musée qui viennent de faire cette part. Mais comment ça va en France? Est-ce que le choc est passé? Est-ce que le crash est passé? Non, c'est ça. Je pense que le crash, on est encore sur le crash. Non, ça a été un choc total. Écoutez, le musée du Louvre, c'est le musée le plus visité au monde. Il y a presque 9 millions de personnes. Tu sais, les gens économisent pour aller au Louvre. Là, on se dit, hey, ça va être du grand banditisme. Hein, c'est Ocean 11. là, limite cette affaire-là. niaiseux, le vol, Puis là, tu sais. tu te rends compte que tu sais, le mot de passe, c'était Louvre. Less is Tu te more. rends compte qu'il y arrive avec une petite nacelle, une petite disqueuse, une petite scie mécanique. Ils partent en scooter, ça prend 7 minutes. On part avec les joyaux de la couronne. Ça ferait même pas une bonne scène de film. Non, Tu sais, il y a- J'aurais été croirais déçu. pas, en fait. Ah, Ça fait très c'est- Tintin, non? Ah oui, c'est un vrai. peu, C'est Tintin. ça, tu sais, il y a comme quelque chose. En fait, il y avait quelque chose, c'est un choc parce que tu te dis, hey, le Louvre, c'est le gardien du patrimoine Ben oui. culturel français, même un peu mondial. Ils ont des œuvres là, qui, tu sais, quand même exceptionnelles. Et donc, tu as ce choc-là, puis en même temps, tu as la honte. Tu sais, les Français, il y avait comme la gêne, la honte. Ça a été vu partout dans le monde. Tout le monde parlait de ça dans le New York Times, tu sais, dans tous les médias. Ensuite, bon, là, en ce moment, là, il y a 4 personnes qui ont été arrêtées. Puis là, tu creuses un peu, puis je disais, est-ce que c'est du grand banditisme, tout ça? Bon, qui a commandé ce vol-là? On ne sait pas encore, l'enquête C'était est juste là. des petits chiens déguisés, en plus, T'sais, qui ont volé. Tu sais, on est rendu. Mais oui, là, tu sais, tu te mets un dossard fluo, Oui, oui. tu montes dans la petite affaire. Puis il y en a un, c'était sur les réseaux sociaux, il y avait un surnom. Il s'appelait Doudou Cross Bitume. Il faisait adepte du motocross il y a quelques années. C'était bien vedette. Wow, le grand Tous les voleur. ingrédients Pas Arsène Lupin, sont là. là, tu sais. Là, le recel, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec Ben, c'est ça. Ben, ce sûrement que garde-plat? Non, mais Tu il veux y a pas vendre ça, d'argent. effectivement. Non, mais Marché aux puces, ça a été je pense que le but, c'était de les défaire. Tu les De défais. les vendre à Ou pièces. t'as des Oui, ça allait pas collectionneurs. amener le- Ouais. Ou t'as des collectionneurs fous, là, tu sais, qui gardent ça Ouais, chez eux ouais, puis qui demandent des. Il y a un autre millions, documentaire tout sur ça. Netflix qui traite d'un vol à Paris dans un autre musée. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, bien, il y a eu ça aussi il n'y a pas si longtemps. Il y avait au musée des pépites d'or. Oui, mais volées. ils ont dessoudé des fenêtres. Ouais. Puis ils sont allés, tu sais, une nuit, ils ont c'est à dessoudé. Chaillot, Le lendemain, ils ont fait. Hein? C'est au musée de Chaillot, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Incroyable. Puis ils ont enlevé les fenêtres, puis ils se promenaient. Puis là, il explique que c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment James Bond. Tu vois,
il explique que le gardien se promène, là, les autres, ils s'en vont à gauche, à droite. C'est vraiment, t'es au bout de ta chaise, là. Mais c'est un peu niaiseux. Ouais. Mais ouais, soit c'est aussi ça simple. qui est- Après la pause, on part à la découverte des dinosaures, mais chez nous, en Alberta.
que vous saviez que la capitale mondiale des dinosaures se trouve chez nous, en Alberta? Et là, pourquoi il y a autant de dinosaures dans cette province-là? On en jase tout de suite avec François Terrien, qui est paléontologue au Royal Tyrrell Museum. C'est le seul musée canadien qui est voué exclusivement à la paléontologie. Bonjour, François. Bonjour. Ça fait 100 ans qu'il y a des paléontologues qui viennent en Alberta pour trouver des fossiles de dinosaures. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial en Alberta qu'il n'y a pas ailleurs? Oui, bien ici en Alberta, on est dans le top 5 des meilleurs endroits au monde où on peut découvrir des dinosaures. Et ça, c'est à cause qu'on a une parfaite combinaison de deux facteurs. Un, on a la bonne géologie, c'est-à-dire qu'on a des roches qui se sont formées durant l'ère des dinosaures, des roches déposées par des rivières et dans des lacs. Et puis, c'est ça, quand les rivières inondaient, eh bien entendu, ils ensevelissaient des carcasses de dinosaures, soit qui étaient déjà morts ou qui mouraient lors de ces inondations-là. Et puis, quand les eaux étaient ensevelies, bien, ils se fossilisaient. Et puis maintenant, on avance jusqu'à aujourd'hui. Le climat de l'Alberta est très aride. On n'a pas de grandes forêts qui couvrent le paysage. Donc, avec beaucoup d'érosion qu'on voit, on a le développement des badlands, c'est-à-dire un paysage de canyon, une grande vallée, beaucoup d'affleurements rocheux et pas de végétation du tout. Ça a réellement l'air désertique. Alors, puisque les roches contiennent des os de dinosaures, c'est pour ça qu'on peut découvrir des os de dinosaures tout partout à travers la province, en fait, du nord de la province jusqu'à la frontière américaine. Si on se promène le long des cours d'eau, n'importe qui, des visiteurs, des gens qui vont à la pêche, qui vont faire du kayak, ils peuvent faire des découvertes d'os de dinosaures un peu partout dans la province. Oui, hein? Vous, est-ce que vous avez déjà découvert un dinosaure mort? Oui, bien entendu. C'est ça mon travail. C'est à chaque été, on s'en va sur le terrain à la découverte de dinosaures. Et puis, en 2008, j'ai découvert un squelette de dinosaure autruche. C'était le premier à préserver des empreintes de plumes chez ce type de dinosaure-là. Donc, ça a été réellement une grande découverte. Et puis, tout dernièrement, il y a 2 ans, on a annoncé la découverte d'un jeune tyrannosaure qui préservait le contenu de son dernier repas dans son estomac. Il y avait des jambes de 2 bébés dinosaures qui avaient dévoré, puis que c'est ça, il n'avait pas fini de digérer. Donc, on voit encore toutes les os des jambes de ces petits bébés dinosaures-là préservés dans l'estomac du tyrannosaure. Puis comment vous réagissez quand, à bout de ces longues heures de fragmenter des roches, des sédiments, puis de tomber sur des fossiles ou des preuves Comment on réagit quand on découvre ça? Mais c'est réellement quelque chose de très excitant parce qu'on se dit, on est le premier être humain à voir ces os-là depuis que cet animal-là est mort, là, 75 millions d'années. Donc, c'est réellement quelque chose, le thrill de la découverte est réellement intense. Et puis, ça, de dire, bien souvent, c'est ça, il y a certaines régions de la province où il y a tellement d'os de dinosaures qu'on peut faire un pas sans écraser des os de dinosaures sous nos pieds. Mais c'est ça, habituellement, ça, c'est des choses communes. Ici, on devient un peu blasé parce qu'on dit, c'est un autre fragment de dinosaure. Hey, j'ai trouvé mon vieux foulard l'année passée. Je capotais, mon vieux. Non, pour vrai, je capotais ma vie. Je pensais que je l'avais perdu. Mais moi, je reviens à la découverte que vous avez faite, donc les petits tyrannosaures. Qu'est-ce que vous apprenez? Mettons, ça vous dit quoi sur leur alimentation? Est-ce que ça a changé quelque chose dans notre perception? Oui, bien c'est ça. On savait que les grands tyrannosaures, comme l'Albertosaure ou même le Tyrannosaure rex, c'était des grands prédateurs. C'était eux qui occupaient le sommet de la chaîne alimentaire. Donc, ils se nourrissaient pratiquement de ce qu'ils voulaient. Mais la plupart du temps, ça, ils se nourrissaient de gros herbivores, comme les dinosaures à bec de canard ou les dinosaures à cornes. Mais les petits tyrannosaures, les jeunes qui étaient âgés de moins de 10 ans, eux, leur apparence physique est très différente de ceux qu'on voit chez les grands tyrannosaures. Ce sont des animaux beaucoup plus athlétiques, avec de grandes jambes pour courir rapidement. Ils étaient beaucoup moins robustes, beaucoup plus graciles, qu'on dit, que les adultes. Donc, on se doutait bien qu'ils devaient se nourrir de quelque chose d'autre, mais on ne savait pas réellement c'est quoi. Et puis là, c'est là qu'on a fait de la découverte en 2009 du premier tyrannosaure, jeune tyrannosaure qui préservait le contenu de son estomac. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il se nourrissait de bébés dinosaures et de petites espèces de dinosaures qui étaient très rapides, quelque chose qui probablement aurait été juste un snack pour les gros adultes qui ne seraient même pas dérangés
pour aller manger, mais les jeunes tyrannosaures, eux, occupaient une niche écologique différente. C'est eux qui se spécialisaient à manger ces petits bébés dinosaures-là. Et puis, il y avait même une préférence. Ils aimaient les cuisses de poulet. Ils mangeaient juste les jambes de ces animaux-là. Probablement, c'était les parties les plus charnues. Donc, c'est ça, ils les déchiquetaient, les avalaient tout rond, et puis laissaient le reste de la carcasse derrière pour d'autres petits animaux, probablement pour finir de charogner sur ces animaux-là. Mais ça nous a réellement montré que, c'est ça, les jeunes tyrannosaures se comportaient réellement comme une espèce à part entière qui se nourrissait totalement différemment de ce que les adultes mangeaient. Fait qu'ils sont plus type cuisse que poitrine. Oui. Moi, je trouve poitrine, mais ça, c'est bon. Oui. Je termine avec ça, François, parce qu'on a un livre ici, un vieux grimoire qui date il y a un an. Mais donc, en fait, quand les invités, des fois, posent une question qui a l'air niaiseuse, mais qui l'est pas tant que ça, moi, je les note et j'en ai une pour vous. La question pas si niaiseuse. Est-ce que les dinosaures rugissent vraiment comme dans Jurassic Park? Là, on parlait du T-Rex mon Dieu, qui rugit, qui fait peur dans le film. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est ça. Ben, les cordes vocales, c'est ça, c'est des tissus mous, donc ils se fossilisent pas. Donc, à l'époque du parc jurassique ou du monde jurassique maintenant, il y avait un petit peu de côté artistique pour essayer de reconstituer tout ça. Comme par exemple, les vélociraptors, ils grognent un peu comme des cochons d'Inde. Pour les lions, pour le T-Rex, c'était comme un lion. Mais maintenant, on a appris beaucoup plus. On sait que les animaux qui rugissent, comme les lions, les tigres, ils ont réellement quelque chose de spécial dans la gorge. Les os qui tiennent le larynx sont pas ossifiés, ils sont encore du cartilage et même des ligaments. Donc, ça permet au larynx de se promener dans la gorge et de vibrer. Donc, ces animaux-là peuvent rugir, mais les dinosaures n'avaient pas ça. C'était plus comme des reptiles qui grognaient un peu comme les crocodiles. Donc, ça n'aurait pas été un animal qui aurait pu rugir comme ce qu'on voit dans le parc jurassique. Merci, François. Puis en passant, s'il y a des gens, des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment en Alberta, si vous trouvez, comme François, un fossile ou un dinosaure, il n'est pas à vous, malheureusement, il appartient au gouvernement. Donc, il faut alerter les autorités, puis donc, on va s'occuper de la suite. Merci beaucoup, François. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci. Ciao! Merci beaucoup. Soyez prêts après la pause pour terminer. Oui, l'émission fait littéralement le vide sur le plateau. On va tout vider ça.
imaginez un espace où chaque objet est utile, où il n'y a rien qui vient encombrer votre esprit. Ça, c'est l'univers du... Télécommunautaire. Oui, c'est un peu notre plateau en ce moment. Et il y a aussi sur Instagram, là, vous pouvez suivre, on s'est inspiré d'une famille, en fait, de 5 qui expérimente le minimalisme extrême, et ça fait 10 ans maintenant. Chez eux, ça peut ressembler un petit peu à notre plateau qu'on a vidé de tous ces cossins. Là. Oui, bien, on le voit derrière toi, c'est matelas directement sur le sol. Pas d'oreiller. Plus d'oreiller, exact. La table qu'on a vue, on la voit encore. Plus de pattes à la table. On s'assoit au sol pour manger sur la table. Je ne sais pas si j'ai le droit à mon cellulaire pour la chronique, mais j'ai pris des notes là, sur leur réalité. Donc, c'est une famille de 5, évidemment, les 2 parents et les 3 enfants. Salaire familial, un seul des 2 parents travaille, total de 55 000 annuel. Et ils sont capables d'économiser malgré ce maigre revenu pour 5 personnes grâce au minimalisme extrême, je le rappelle. Ce que ça veut dire extrême, c'est de repenser le mobilier en enlevant donc pattes, chaises et tout, les lits au sol. C'est de vivre leur processus, leur modus operandi, c'est tout doit avoir une utilité. Dès que c'est inutile, on ne l'achète pas, on ne le consomme pas et on le sort de la maison. Mettons, le Noël s'en vient, cadeau de Noël. Ce n'est pas quelque chose de possible. Et surtout, même les gens de l'extérieur de la famille qui voudraient faire des cadeaux, elle fait, la dame qui explique le tout, fait une liste et si ça ne correspond pas dans la liste, elle avertit, ça se peut que ça ne reste pas dans la maison. Puis elle dit, on est conscient qu'on peut être mis à l'écart parce que c'est une valeur qui n'est pas nécessairement très commune et surtout avec cet extrémisme-là du minimalisme. Elle dit qu'ils ne vont plus jamais au restaurant, ça c'est terminé. Oui. Et que même à une fête, donc ils vont dire, allez au restaurant faire la fête, nous on n'ira pas, on peut vous accueillir chez nous après si vous voulez. Puis c'est très confrontant. Oui, tu t'en parles, je manque d'air. Ben oui, c'est ça. Parce qu'on dirait que les gens qui... Mon approche de ça, c'est que souvent, ou mon réflexe, c'était que on dirait qu'on vénère souvent les gens qui vont, évidemment, réduire, qui vont... Mais là, je veux pas juger le choix que cette famille-là a fait, ou les choix qu'ils font, mais c'est beaucoup. Ça m'apparaît intense. Entre la décroissance et le minimalisme extrême, oui, exactement. Et moi, ce qui m'a ébranlé, c'est quand, en allant... On n'inscrit pas nos enfants à 44 cours non plus. J'imagine. Et là, tu fais, mais c'est parce que c'est nombre d'opportunités de rencontres. Je comprends qu'il y a l'école, mais nombre de rencontres sociales, de se sortir de ce contexte que vous avez choisi de minimalisme extrême, mais de les faire voir et vivre autre chose, j'ai envie de dire un peu plus normal. Ça me fait toujours sentir coupable, ces affaires-là. Même de réduire et tout ça, à chaque fois, je me sens mal, puis on essaie, mais là, on dirait que c'est pire encore. Il y a un culte, à un moment donné. Je sais qu'il y a des approches minimalistes. C'est des gens qui vivent avec seulement 100 objets. Ça devient quasiment une religion. Marie Kounino. 100 objets. Oui, mais maintenant, elle a des enfants, puis elle a changé ça. C'est vrai? Oui, parce que elle, c'est les objets, il fallait que tu aies un plaisir à avoir chacun. Oui, Sparkle Joy. Mais il y a des minimalistes à 100 objets, là. Ils ont une cuillère. Alors, c'est pas convivial. Tu peux pas inviter quelqu'un, tu as un verre d'eau, un bol, une cuillère, ça vient avec un peu de solitude, quand même. Mais j'ai une question. Pourquoi, au final? Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est le contrôle extrême, c'est pas juste minimaliste. Je n'ai pas la réponse pourquoi aujourd'hui. Moi, j'en aurais une, mais c'est environnemental. Comment on appelle ça? La simplicité volontaire. On se voit demain, on sera là avec Jean-Michel Anctil, Marc Morin, Nathalie Collard, Jean-Philippe Ribarguera. Bonjour du souvenir. Puis nous autres, il reste plus grand-chose ici. C'est Milou. À mon